Une saison, des rêves, des combats, des chutes, des victoires, des corps éprouvés, des nuits de préparation, des noms gravés dans l'histoire de l'arène. Mais toute histoire mérite un dernier chapitre. Cette fois, le Ngemb laisse place au costard. La sueur laisse place à l'élégance. Les combattants deviennent les hommes d'une soirée. Samedi 19 septembre 2026, Hôtel Noum, Dakar. Une nuit, un rendez-vous, un dernier combat. Les Lutte TV Awards, 3e édition. 6 distinctions, 6 catégories. Une seule ambition, célébrer ceux qui ont marqué la saison. Meilleur lutteur avec frappe, meilleur lutteur sans frappe, meilleur lutteur espoir, meilleur promoteur, meilleur chroniqueur, prix fair play. Ce soir-là, l'arène change de décor. Le sable laisse place au tapis rouge. Les champions entrent dans la lumière et la lutte écrit une nouvelle page de son histoire. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Communication, du ministère de la Culture et du Tourisme et de la Fédération sénégalaise de lutte, samedi 19 septembre, Dakar va vibrer. Les Lutte TV Awards 2026, en direct sur Lutte TV et sur la RTS. Un événement Eric Favre. Amis internautes d'Eric Favre TV, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui avec le docteur Gandour. Bonjour, monsieur Gandour. Bonjour, bonjour aussi aux internautes qui vous suivent, qui suivent votre chaîne. Bon, Eric Favre TV, hein, c'est devenu une habitude avec moi. Voilà. Effectivement, effectivement. Monsieur Gandour, on va entrer dans le vif du sujet. La Coupe du Monde s'est terminée le 19 juillet. On a vu, on va dire, le Sénégal en Coupe du Monde, la prestation des Lions. Jusqu'à l'heure actuelle, le Sénégal ne dispose plus du tout de sélectionneur ni de staff. Quelle est votre appréciation de cette situation-là? Ben, écoutez, en fait, nous qui suivons cette équipe nationale du Sénégal, nous les Sénégalais, je pense que c'est une situation qui nous embarrasse. Elle nous embarrasse parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de parler d'une des meilleures nations africaines du football. Bon, double championne d'Afrique, qu'on le veuille ou non. On ne va pas revenir sur ce débat-là, il est déjà dépassé. En dehors de ça, c'est une équipe qui a fourni un des meilleurs contingents africains pour le football européen. Dans cette équipe-là, vous avez, on conjugue, mais c'est des faits qui sont avérés, vous avez un joueur qui est presque a été 3e au Ballon d'Or, donc qui est presque parmi les plus grands joueurs de son époque, pendant cette période-là. Vous avez un joueur qui pour moi n'est pas passé loin du prix Lev Yashin. En dehors de ça, vous avez des jeunes qui sont en train d'éclore et qui sont recherchés par les clubs européens. Ce no man's land qui s'est installé entre la fédération, le staff technique et le ministère, en fait, prend en otage techniquement cette équipe nationale du Sénégal. C'est une prise d'otage. Voilà, en fait, c'est une prise d'otage parce que aujourd'hui, on est on va dire, on est perdu. Je vais utiliser ce mot. Les joueurs qui sont conditionnés normalement pour venir dans quelques jours, aller dans un mois à peu près, pour défendre les couleurs nationales pour le premier match qualificatif pour la CAN, eux aussi ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Oui. D'accord, on est sur ça. En dehors de ça, tout ce qui tourne autour de l'équipe nationale, c'est-à-dire l'image qu'on est en train de refléter au niveau continental et au niveau international, c'est une image écornue. Ça ne relève pas le football sénégalais et ça ne relève pas le Sénégal. Parce que, en fait, je pense que cette situation-là, elle aurait pu être résolue d'une manière managériale, très intelligente. Moi, ce que je dis, c'est que ce bras de fer qu'on a mis en place, cette confrontation, on aurait pu revenir de la Coupe du Monde avec un bilan des faits factuels qui se sont passés, qu'ils soient financiers et sportifs, et au sortir de ce bilan-là, dire que nous ne sommes pas satisfaits
du travail du staff technique et nous demandons à se séparer du staff technique, mais bien sûr avec une concertation avec le ministère, parce que vous savez, les politiques, quand on les implique, quand on leur demande conseil, sont beaucoup plus réceptifs que quand vous allez à l'affrontement devant eux. Et puis même la gestion de Pape Thiaw, on aurait pu revenir en disant à Pape Thiaw, écoute, ton bilan sportif n'a pas été celui que l'on voulait, essayer de, on va dire, remodeler un peu l'espace technique de cette fédération, garder peut-être Pape Thiaw dans la direction technique nationale en lui donnant un poste, et puis gérer, bon je rêve, hein, je suis en train mais c'est pour dire que on aurait pu éviter tout ça, on aurait pu éviter toute cette comédie, toutes ces interventions, tout ce qu'on a pu dire, soit sur l'équipe, soit sur ce qui s'est passé. On aurait pu gérer ça d'une manière plus intelligente dans les bureaux, prendre les bonnes décisions. Et puis après, on n'aurait pas été aujourd'hui je ne vais pas dire le clown, mais on n'avait pas été la risée du football africain ni du football mondial. Parce que tout ce qui s'est passé, vous avez vu, hein, nous qui sommes en relation avec beaucoup d'autres personnes, on nous a taquinés sur beaucoup de choses, on nous a taquinés sur le médecin de l'équipe, on nous a taquinés sur la manière de gérer. Bon, là aujourd'hui, je pense que le clash, il est là. Oui. Ce qu'il faut constater, c'est que cette équipe nationale du Sénégal aujourd'hui, bon, pour l'instant, que ce soit vous, les journalistes, nous les consultants et les supporters de cette équipe nationale du Sénégal, pour l'instant, Pape Thiaw, c'est toujours le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Et oui, et même en parlant de sélectionneur, aujourd'hui on a eu l'information, l'exclusivité sur RICFAF TV, que la fédération a bel et bien contacté Patrick Vieira. Son nom revient souvent. Avant son nom, il y avait Hervé Renard, mais maintenant il est en Côte d'Ivoire. Mais le nom de Patrick Vieira revient souvent, lorsque même il a publié les photos sur sa page Instagram disant qu'il était au Sénégal. Voilà, les médias se sont enflammés. Et aussi, il est dit que la fédération va nommer un sélectionneur d'ici mardi. Le profil de Patrick Vieira, est-ce que c'est le bon profil qui convient à la sélection sénégalaise? Le débat du profil est très important. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce qu'on veut pour cette équipe du Sénégal? Qu'est-ce qu'on veut? Quand je dis qu'est-ce qu'on veut, on cherche un pompier, parce qu'il y a le feu. Donc, on cherche un pompier pour les matchs qui arrivent, ou on cherche à carrément changer d'orientation. Parce que le choix de Patrick Vieira, on sort de la continuité, on sort de ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire, bon, on a eu génération 2002, hein, Aliou Cissé, Pape Thiaw, c'est génération 2002, entraîneur local, joueur qui a appartenu à l'équipe nationale du Sénégal, qui a défendu les couleurs, qui connaît la tanière, qui connaît les réalités sénégalaises, qui connaît les réalités africaines. Si on choisit Patrick Vieira, c'est la rupture. En fait, c'est une rupture parce que on va sur autre chose. Oui, il est né au Sénégal, Patrick Vieira, mais il n'a pas été formé au Sénégal, il n'a pas joué avec l'équipe nationale du Sénégal. Il y a des réalités qu'il ne maîtrise pas. C'est sûr qu'il a des avantages, mais à côté des avantages, il a des inconvénients. Là, aujourd'hui, il nous faut un coach qui arrive tout de suite. Si c'est une rupture, on passe à autre chose. Et si vous passez à autre chose, c'est changement de hiérarchie dans cette équipe, changement de système de jeu, mettre en place les postes concurrentiels, la concurrence, parce que maintenant il ne faut plus, et puis lancer les jeunes. Bon, c'est vrai que le profil de Patrick Vieira pourrait être supposé on va dire, le plus adapté à cette situation de rupture, si on veut vraiment avoir une situation de rupture, ça pourrait être le plus adapté. Bon, Patrick Vieira, il a l'expérience des environnements de grandes équipes. Bon, Crystal Palace, Strasbourg, Genoa, et puis je pense qu'il y a eu un club New York City, si je ne me trompe pas. Mais à côté de ça, il aura besoin rapidement de rentrer dans les réalités on va dire sénégalaise. Les réalités sénégalaises, c'est la pression populaire, la pression politique et la pression fédérale. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas été formaté dans le football européen à ce genre d'ingérence
extérieur, comment il va gérer ça. Il va arriver dans un groupe, je ne dirais pas qu'il ne connaît pas, mais qu'il apprendra à connaître. Donc, il faut reconstruire. Il va reconstruire avec ceux qui étaient là, en faisant rentrer des nœuds. Donc, il aura besoin d'un temps d'adaptation. Et est-ce qu'on a le temps d'attendre le temps d'adaptation? Bon, quand on regarde un peu le groupe du Sénégal, c'est Mozambique, Éthiopie, Soudan. Oui. C'est pas un groupe compliqué, on va dire. Logiquement, le Sénégal devrait s'en sortir. Mais c'est ce qu'on veut, c'est rupture et quel projet? Qu'est-ce qu'on attend? Parce que là, on sort d'une Coupe du Monde qui nous a impactés. Psychologiquement, les joueurs sont touchés. Oui. Donc, celui qui doit venir, non seulement il doit remettre en place un projet de jeu, une structure, mais en plus, il faut qu'il ait l'impact humain, parce qu'il y a certaines décisions qui vont être prises. Et Patrick Vieira, à côté aussi, quand on regarde un peu, il n'y a pas eu que du positif dans sa carrière, parce que moi j'ai fait un peu les stats un peu. Son bilan, par exemple, à Crystal Palace, c'est 1,2 buts, 1,2 points en moyenne. Pour Strasbourg, c'est 1,3. Et pour Genoa, c'est 1,4. Donc, ça veut dire que, bon, ça ne remet pas en cause ses capacités de manager ou de sélectionneur. Mais moi, je pense que aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, quel est le projet de la fédération? C'est la continuité ou la rupture? Et le choix de Patrick Vieira, pour moi, c'est la rupture. Et le choix, par exemple, de Omar Daf? Écoutez, Omar Daf, il va avoir un avantage, mais bon, il y a aussi toujours des inconvénients dans des choix. Mais le choix sur Omar Daf, l'avantage, c'est un ancien de la maison. Donc, ça va être beaucoup plus facile. C'est quelqu'un qui sait comment ça se passe, parce qu'il a vécu dedans, parce que c'est un gars de 2002. Donc, ça peut être un avantage. Les inconvénients, c'est peut-être sa proximité avec certains joueurs, certains cadres. Donc, là, il faudra beaucoup d'autorité de la part de Mardaf pour prendre certaines décisions, parce que, qu'on le veuille ou non, on est arrivé à un moment où certains joueurs, je ne dirais pas qu'ils... On ne peut pas tout balayer comme ça. Quand vous reconstruisez avec l'expérience qui est là, mais qui est encore performante. Vous reconstruisez en mettant de la concurrence, donc les postes concurrentiels que je disais tout à l'heure, et vous reconstruisez en mettant du sang neuf avec les jeunes joueurs. Donc tout ça. Donc l'avantage de Mardaf, c'est l'adaptation. C'est-à-dire il va arriver, il va être directement dans son milieu. Il y a beaucoup de choses qu'il connaît, qu'il comprend. Ça va être beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un avantage. Et ça serait encore... la continuité. Donc voilà, donc on est sur deux cas de figure, une rupture et une continuité. Quel est le choix de la fédération? Tout va dépendre quel est le projet aujourd'hui de cette fédération sénégalaise de football. C'est quoi leur projet aujourd'hui? C'est éteindre le feu, comme je disais tout à l'heure, donc un pompier pour quelque temps pour voir, ou c'est carrément un projet de reconstruction, et même dans la continuité on peut reconstruire, hein, parce que donc, mais voilà, c'est le plus important, c'est la question n'est pas de savoir quel est le profil du sélectionneur qui va arriver. La question est de savoir est-ce que ce sélectionneur va avoir les épaules assez lourdes pour pouvoir reprendre ce groupe et revenir rapidement au devant de la scène. Parce que c'est ça en fait le but. C'est pas de gagner le match contre le Mozambique là dans quelques jours. Le but c'est de gagner ces matchs, de pouvoir revenir dans la compétition et de pouvoir effacer la débâcle de la Coupe du Monde. Donc c'est un peu plus compliqué. Effectivement, il faudra un sélectionneur rassembleur. Maintenant, pour les joueurs, on a vu que Sadio Mané, depuis le retour de la Coupe du Monde, il n'a fait aucune déclaration. Kalidou Koulibaly, lui, est sorti quand même pour, on va dire, faire une déclaration. Temporiser, on a vu, ouais, d'accord. Qu'en est-il de ces cadres-là? Est-ce que vous les voyez toujours dans cette équipe-là? Ben écoutez, moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on reconstruit, mais on ne reconstruit pas en détruisant tout. Parce qu'on a une expérience, un vécu qui est là, mais cette expérience ne doit pas être un quitus pour être titulaire. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, le nouveau sélectionneur qui doit arriver doit faire savoir à ces joueurs-là que l'expérience, le statut de cadre, n'est pas un quitus pour être titulaire. C'est-à-dire, quand vous avez un statut, ça sert à votre carrière. Vous avez un statut, ça sert à votre carrière. Oui. Mais le statut ne peut pas vous donner le privilège d'être titulaire. C'est vos performances qui doivent vous donner le privilège d'être titulaire. Donc, qu'en est-il de ces joueurs-là? Si aujourd'hui, le nouveau sélectionneur qui arrive pense que
cette expérience est encore performante, parce qu'en fait, la subtilité, elle est là. On peut avoir de l'expérience et ne plus être performant. Oui. Donc aujourd'hui, si le nouveau sélectionneur arrive en se disant que ces joueurs-là sont performants et ils ont l'expérience, oui, il faut reconstruire avec eux. Mais si aujourd'hui ils ont l'expérience et il y a plus la performance à côté, non, il ne faut pas reconstruire avec eux. Mais comme je dis aussi, moi je vais sur 3 points. Les 3 points pour moi sont très importants. C'est-à-dire, on ne balaye pas tout du revers de la main parce qu'il y a quelque chose qui a été fondé, il y a quelque chose qui a été consolidé. Donc on peut utiliser l'expérience qui est encore performante. Oui. Il faut pour moi impérativement imposer les postes concurrentiels. Donc savoir à dire à tous les joueurs que voilà, c'est toi le numéro 10, mais j'ai encore 2 10 avec moi. Donc c'est le plus performant qui va jouer. Oui. Je pense que c'est ça, il faut arriver à ça. Et troisièmement, on a une jeune génération qui est en train de monter, une jeune génération talentueuse. Ces jeunes doivent intégrer cette équipe nationale du Sénégal. Donc le gros chantier, il est là. Le gros chantier, il est là. Garder, excusez-moi, l'expérience performante. Oui. Je suis bien précis, parce que les gens vont nous garder l'expérience. Non, non, non. L'expérience, elle peut être performante. Si elle n'est pas performante, on n'a pas besoin. Et que les joueurs sachent que le statut, ça sert à la carrière, le statut ne sert pas à être titulaire. Voilà. D'accord. Et pour Ismaïla Sarr, on a vu que Ismaïla Sarr, il a carrément changé lorsque Pape Thiaw l'a repositionné en tant que numéro 9. Est-ce que d'ici les mois à venir, voire les années, on peut voir Ismaïla Sarr être numéro 9 au détriment de Nicolas Jackson? On va faire le bilan, parce que de toute façon, comme on dit, les statistiques, ce sont les faits des matchs, ce sont les faits de la vie d'une équipe. D'accord? Après, vous avez l'impact humain, vous avez l'impact émotionnel qui rentre dans le match, vous avez tout ce que vous voulez, mais les statistiques ne mentent jamais. Je suis désolé, ils ne mentent jamais. Donc, les gens qui n'aiment pas les statistiques et qui analysent le football, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudrait qu'ils utilisent les statistiques pour expliquer certaines choses. Oui. Donc, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, le ratio, on va dire, relativement le nombre de matchs que Nicolas Jackson a joué en numéro 9 et le nombre de matchs que Ismaïla Sarr a joué en numéro 9, on a plus un Ismaïla Sarr qui a pris le devant de la scène. Bon, son repositionnement par rapport à ces matchs avec Crystal Palace, je pense que c'est là où on a eu l'idée de le repositionner, bien que Pape Thiaw a fait du conservatisme tactique pendant 2 matchs contre la Norvège et contre la France. Il a continué à vouloir insister sur certains joueurs, sur certains schémas de jeu, mais il s'est rendu compte que quand Ismaïla Sarr est passé devant, on a eu autre chose. Bon, Ismaïla Sarr devant, il faut l'analyser dans son ensemble. Il faut pas juste analyser, oui, on a mis Ismaïla. Non, Ismaïla Sarr devant, c'est parce qu'on a pu dézonner avec Sadio Mané. On a pu avoir, si vous voulez, les projections sur les ailes qui lui ont permis d'être beaucoup plus, on va dire, visible et beaucoup plus percutant. Oui, moi, personnellement, aujourd'hui, quand je vois ce que Ismaïla Sarr nous a rendu pendant cette Coupe du Monde, il serait vraiment suicidaire de ne pas utiliser ces qualités-là, parce que de toute façon, Nicolas Jackson, aujourd'hui, bon, on va voir le début de saison qu'il va nous faire, ce qu'il va nous faire, mais aujourd'hui, Nicolas Jackson, par rapport à Ismaïla Sarr, il a presque perdu sa place comme numéro 9 en équipe nationale du Sénégal. On a parlé des jeunes joueurs, on a parlé d'Ibrahima Mbaye, on a longtemps parlé aussi de Hassan Diao, mais il y a un autre joueur quand même qui a tapé vraiment dans l'œil, on va dire, de toutes les personnes, ou bien de toutes les personnes qui suivent le football, c'est Bara Sapoko Ndiaye. Vous le voyez titulaire au sein de cette équipe nationale? Mais écoutez, son match contre les États-Unis nous a mis tous d'accord sur ses qualités au milieu de terrain, sur d'abord ses qualités de ratisseur, sur ses qualités d'organisateur, sur son agressivité positive et sur son état d'esprit. Donc c'est quelqu'un qui veut, et même sur ses frappes, sa qualité de frappe. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on a vu que quand on a eu le match contre la Belgique, la sortie d'un milieu de terrain, Pape Thiaw, et la rentrée d'un autre milieu de terrain, Pape Matar Sarr, on s'est flingué au milieu de terrain. Oui. Donc ça fait partie un peu de toutes les erreurs qu'on peut reprocher au coach. Mais aujourd'hui, moi ce que je dis, c'est que ce qui s'est passé, c'est que, je reviendrai à Bara Sapoko, mais ce qui s'est passé, c'est que
on a voulu, je continue à dire, ce conservatisme tactique que Pape Thiaw a voulu garder en espérant un déclic individuel. Et ce déclic individuel n'a pas eu pendant la Coupe du Monde. Parce qu'on avait l'habitude de le faire et on avait des actions d'éclat de Sadio Mané, de Iliman Ndiaye qui débloquaient un peu la situation. On ne l'a pas eu, ou de Pape Gueye. Donc on ne l'a pas eu. Bara Sapoko est un très bon joueur pour l'instant, avec beaucoup de qualité, qui est perfectible. Et il a montré sa capacité d'adaptation justement ce match qui reste pour moi le match référent pour lui en équipe nationale, c'est le match contre les États-Unis où il nous a vraiment séduit et il a montré ses qualités. Oui, pourquoi pas, parce que de toute façon, le sélectionneur qui va arriver aujourd'hui, s'il met en place cette optique de poste concurrentiel, et s'il met en place cette optique de vouloir faire rentrer les jeunes, Bara Sapoko a sa place en équipe nationale. Le Sénégal va jouer contre la Mozambique d'ici le mois de septembre, ce sera précisément le 23 septembre. Le Sénégal, ce Sénégal-là, on parle pas bien sûr du Sénégal avec les grands joueurs, mais le Sénégal d'après l'après-Coupe du Monde, comment vous voyez en fait ce match-là, surtout ces éliminatoires-là pour la CAN? Bon, déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'impact négatif humain que cette élimination, non, bon, je dirais même pas le tournoi de la Coupe du Monde, mais surtout le dernier match contre la Belgique, a semé le doute dans la tête pas seulement des joueurs, je pense a semé le doute dans la tête de tous les gens qui suivent cette équipe nationale du Sénégal. Cette équipe nationale du Sénégal, elle ne peut pas perdre son football comme ça du jour au lendemain. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de points positifs dans cette équipe. Je retiendrai la première mi-temps contre la France, je retiendrai les 20 dernières minutes contre la Norvège. Le match contre l'Irak, je le calcule pas parce que pour moi c'est un match très aléatoire. On a joué avec une équipe qui n'avait pas le niveau et malgré ça, il nous a fallu qu'ils aient un carton rouge pour pouvoir prendre l'ascendant. Ce match-là, c'est vrai qu'à un moment, il avait pensé un peu toutes nos blessures, mais c'était juste un petit pansement parce que je l'avais dit, je pensais avec vous, je vous ai dit qu'il fallait il fallait relativiser ce match-là. Oui. Et bon, la deuxième mi-temps avec la Belgique nous a remis les pendules à l'heure. Elle a montré les limites d'abord de certains joueurs. Elle a montré aussi les limites du coach. Malheureusement, Pape Thiaw avait fait une super Coupe d'Afrique où on avait tous magnifié son intelligence tactique, où il nous avait réussi à sortir de beaucoup de situations. Cette Coupe du Monde, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'éléments extérieurs qui sont venus se greffer à l'aspect sportif, qui peuvent encore expliquer cette déroute. Mais bon, cette équipe nationale du Sénégal, moi je pense que, je dirais pas que contre le Mozambique, ça sera une formalité, mais logiquement, cette équipe nationale du Sénégal, de toute façon, ça va dépendre d'abord du sélectionneur qui va être choisi, c'est des hommes qu'il va choisir. C'est pour ça que je vous disais, si aujourd'hui c'est juste pour pallier à un ou deux matchs, donc on prendra un pompier, on le prendra au niveau de la direction technique nationale, il va essayer de gérer le quotidien, comme on dit, sur ces deux matchs-là, le temps que l'autre sélectionneur arrive. Donc si c'est ça, il faudrait aussi que ce sélectionneur qui arrive, ou cet intérim, sache que la reconstruction se fait sur les bases qui sont là, mais elle se fait aussi avec les joueurs qui peuvent apporter autre chose. Donc non, j'ai pas d'appréhension par rapport à ce match-là. Moi, je pense que ils ont besoin de revenir sur la scène. Ça, c'est un. Ils ont besoin pendant le regroupement de pouvoir aller absorber tout ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. Ça, c'est deux. Et puis ça tombe bien, c'est pas une grosse équipe africaine, c'est pas une grosse écurie, donc c'est beaucoup plus facile de se remettre en selle. Donc je pense que ce match-là, normalement, s'il est pris par le bon bout et s'il y a de la stabilité, de la sérénité autour de cette équipe et dans cette équipe-là, ça va pas être un match compliqué pour le Sénégal. Dr Gando, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette interview sur Eric Favre TV. Merci beaucoup à vous. Et puis bon, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, le débat n'est pas qui est le meilleur entre Vieira et Daf. Le débat est de savoir quel est le bon profil pour l'équipe nationale du Sénégal. C'est surtout ça aujourd'hui. Il ne faut pas dire qu'on veut prendre Vieira parce qu'on a envie de
de changer parce Oui. qu'on ne veut plus prendre de local, et il faut pas dire qu'on veut prendre DAF parce qu'il a fait partie de la tanière et tout. Non, je pense que le choix qu'on doit faire, c'est surtout par rapport à cette équipe nationale du Sénégal, et toutes les décisions qui doivent être prises, c'est par rapport à cette équipe nationale du Sénégal. Arrêter ces affrontements individuels égoïstes qui n'ont rien à voir, et puis essayer de remettre cette équipe nationale sur de bons rails, parce que c'est dommage, avec tout ce qu'on a pu construire en quelques années, de perdre tout ça comme ça. Merci beaucoup. Merci. Une saison, des rêves, des combats, des chutes, des victoires, des corps éprouvés, des nuits de préparation, des noms gravés dans l'histoire de l'arène. Mais toute histoire mérite un dernier chapitre. Cette fois, le Ngemb laisse place au costard. La sueur laisse place à l'élégance. Les combattants deviennent les hommes d'une soirée. Samedi 19 septembre 2026, Hôtel Noum, Dakar. Une nuit, un rendez-vous, un dernier combat. Les Lutte TV Awards, 3e édition. 6 distinctions, 6 catégories. Une seule ambition, célébrer ceux qui ont marqué la saison. Meilleur lutteur avec frappe, meilleur lutteur sans frappe, meilleur lutteur espoir, meilleur promoteur, meilleur chroniqueur, prix fair play. Ce soir-là, l'arène change de décor. Le sable laisse place au tapis rouge. Les champions entrent dans la lumière et la lutte écrit une nouvelle page de son histoire. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Communication, du ministère de la Culture et du Tourisme et de la Fédération sénégalaise de lutte, samedi 19 septembre, Dakar va vibrer. Les Lutte TV Awards 2026, en direct sur Lutte TV et sur la RTS. Un événement Eric Favre Invest et Lutte TV.